don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life, we can move in this life. Première grosse question de podcast pour commencer, pour casser la glace. Prends le temps d'y répondre. Ouais. Tes plans pour la fin de semaine? Mes plans pour la fin de semaine, mais dans le fond, c'est super simple. OK. Demain, c'est ma fête, alors samedi, je suis au souper. Let's go! Samedi, on fête ça, puis dimanche, la fête des mères, alors on est pas mal booké. On est pas mal booké tout le monde, là, exact. Ouais, on fête ça 44. Oh! Let's go! Ouais. OK. Alors, ça part demain, vendredi, samedi, dimanche, fête des mères, plus relax. Ouais. Puis après ça, on recommence. Ouais, lundi, on est prêt pour lundi. All right. Pas mal. Actuellement, c'est rare que le matin, je vais courir parce que mon gars, il fait le kilomètre Marie-Victorin. Là, c'est 1 kilomètre de course. Là, je l'accompagne. Nice. Alors, le samedi matin. Alors, je vais être pas mal, pas mal chargé comme week-end. Là. Habituellement, on prend ça plus relax, mais là, ça en est un gros. Là, Puis tu m'avais-tu dit que tu travailles de la maison? Oui, mais dans le fond, nous, on a un bureau, mais on est à 4 depuis la COVID. Dans le fond, tu sais, tout le monde est à COVID, tout le monde est retourné à leur truc. Puis on a engagé à l'externe. Nice. Dans le fond, j'ai un gars à Québec, un gars à Sherbrooke. Alors, ça fait qu'on a décidé que quand le COVID est revenu, de garder ce... Mais on a toujours un bureau à Brossard pour rencontrer les clients, si on a besoin vraiment d'un meet-up et tout. Là. Ouais. Parfait, c'est c'est pas nice. On va pouvoir en développer pendant le podcast. Fait que souvent, je garde ce petit prélude-là au podcast. Je trouve ça cool. Qui est intéressant. Fait que, mais Paulo Salguero, bienvenue au podcast. Merci beaucoup. Merci beaucoup de l'invitation. Of course. Mais non, c'est super cool. On a fait, tu sais, le meeting préparatoire en soi, c'est de savoir un petit peu la vibe de la personne, l'énergie. Puis je trouve qu'il y avait un fit. Personne un petit peu plus posée. Plus, je pense que peut-être, tu me diras là, parce que tu es dans un métier qui est un petit peu plus créatif, mais j'ai l'impression que tu es un petit peu plus cartésien ou logique. Je sais pas comment. Tu sais, ça, c'est ma perception, ne te connaissant pas comme un ami, mais je suis curieux. On va pouvoir développer là-dessus par la suite. Paulo, parle-moi un petit peu plus de toi sur le création, comment c'est venu à jour. Dans le fond, moi, à la base, j'ai passé comme pas mal de mes études là, à me chercher un petit peu. Mais pas à me chercher, là, j'avais des idées claires en tête. Okay. Ouais. J'étais allé en architecture, c'était un rêve de jeunesse. J'ai fait mon deck. Après mon deck, j'ai comme senti que je me suis fait un peu... on m'a dit que j'étais trop créatif pour l'architecture, que j'avais des projets qui sortaient un petit peu trop de l'ordinaire. Je me dis avec un recul, peut-être parce que c'était une technique, puis eux autres, en technique, tu fais ce que les architectes disent, mais... alors, j'ai été comme un peu échaudé, on va dire, du métier, dans le fond. Alors, je suis allé par la suite, je me suis dit, OK, là, je veux vraiment être plus créatif, je m'en vais. Je suis allé faire un certificat en art. J'ai eu vraiment du fun, mais après ça, je me dis, il faut que je trouve un job qui paye les loyers. Puis, le graphisme, a toujours été une job là, que j'ai voulu faire, parce qu'au secondaire, là, je faisais des murales un peu, je dessinais beaucoup, toutes ces petites choses-là. Alors, je me suis dit, OK, on va y aller, on va s'amuser. Puis, par la suite, j'ai vraiment adoré, puis j'ai pris la piqûre. Alors, après ça, dans le fond, quand je suis sorti de l'école, j'ai fait plusieurs styles de graphisme. J'ai vraiment touché à tout. J'ai fait de l'édition, j'ai fait de la merch, des vêtements. Je travaillais comme pour... des compagnies de linge là, qui fournissaient là, plein de compagnies, dont Walmart ou des grosses compagnies au Mexique puis à New York. Puis par la suite, dans le fond, j'ai travaillé aussi en agence. Puis là, on est allé me chercher pour revamper une entreprise au complet. Puis pendant tout ce temps-là de travail, j'ai toujours fait mes petits contrats on the side en tant que travailleur autonome. Puis à un moment donné, je travaillais juste trop de temps. Il manquait de temps un peu pour, dans le fond, là, les enfants étaient arrivés et tout. Alors là, c'est là qu'on s'est dit, il me semble qu'il faut qu'on parte à temps plein là, dans une agence pour être notre temps. Parce que, tu sais, à la fin, à un moment donné, je travaillais presque... j'avais un autre job, une autre sideline. Puis là, j'étais comme, tu sais, je travaillais presque entre 60-80 heures par semaine. Je me suis dit, si je mets 60-80 heures par semaine à mon compte, tu n'as pas le choix de marcher. Alors, ça n'a pas le choix. Ben oui, c'est des mathématiques aussi. Là. Je veux dire, t'envoies un peu dans l'univers puis tu travailles fort. Fait que ça va te revenir éventuellement. Là. Oui, très de ça. Comment a été ton arrivée dans le monde de l'entrepreneuriat? Comment tu as vécu ça? Tu sais, moi, j'étais du côté, là, moi, j'étais un artiste un peu, là. Alors, tu sais, je venais, au début, je travaillais un peu, on peut dire, tu sais, comme en plus, tu as un sideline, tu travailles beaucoup pour peu, parce qu'il faut que tu le fais juste, tu t'amuses, puis tu y vas. Mais quand ça devient un temps plein, c'est là que ça a été comme le plus rough. Puis, tu sais, le plus rough aussi, c'est
quand c'est un sideline, tu prends les contrats qui arrivent puis t'es fait. Yep. Quand c'est ta job, il faut que tu ailles les chercher. C'était ce switch-là. Puis il faut que chaque heure paye. Tu peux pas juste passer 60 heures sur un donner projet. des heures gratuites pour le fun. Puis être même. payé 100$. Ouais. À un moment donné, puis c'était ça, je pense, le plus gros changement d'entrepreneuriat que l'entrepreneuriat m'a amené. C'était vraiment d'essayer de trouver, je pense que c'était ça le plus tough. Là. Mais une fois après ça que tu gagnes la roue tourne, là, je pense que ça va bien. Là. Est-ce que tu as eu des... On va revenir un petit peu quand tu faisais des murales. Est-ce que tu as eu une inspiration au niveau artistique? Ou des inspirations des artistes qui t'ont... Non, pas plus ou moins. C'est juste que, dans le fond, j'ai toujours... je prenais, mais je jouais beaucoup avec, c'était en art, je jouais beaucoup avec quand je dis mural, j'avais fait une grosse murale de 8 pieds par 14 pieds avec le nom de mon école secondaire, dans le fond, pour le bal définissant, pour la remise des diplômes. Puis là, c'était des éléments comme ça, je faisais un petit peu de graffiti on the side pour le plaisir, mais... c'est jamais été une affaire à temps plein non plus. C'était vraiment jouer avec les mots. Alors, il n'y a jamais rien qui m'a... J'y allais toujours parce que tu regardes, mais j'avais un style, puis je le déployais, mais j'ai jamais été... C'était ton propre style, dans le fond. Ouais, c'est 100%. Ça. Ouais. On va revenir justement à ton entreprise. C'est quoi ta clientèle en ce moment? Avec qui tu travailles principalement? Dans le fond, moi, la clientèle est très large. Okay. Nous, on travaille avec des villes, on travaille avec des PME, des solopreneurs. Dans le fond, notre thinking d'entrepreneuriat, d'agence, c'est que on travaille avec toutes les personnes qui voient l'importance d'avoir un bon branding, l'importance comme d'utiliser une stratégie pour développer. C'est pas tout le monde qui a cette importance-là. Alors, si tu as cette pensée-là, mais nous, on va travailler avec toi. Que tu sois solopreneur ou grande PME ou une ville. C'est quoi les différences entre travailler justement avec un solopreneur, une entreprise, une plus grosse entreprise, puis une ville, par exemple? On travaille énormément avec d'OBNL. Dans le fond, plus qu'on arrive avec OBNL Ville, c'est qu'il y a des comités. Alors, tu vas travailler, c'est pas un one-on-one, tu vas passer à travers un comité, ils n'ont pas le choix d'aller voir des CA, ils n'ont pas le choix. Alors, tu sais, c'est des étapes qui font... Le processus est un peu plus long, tu dirais? En plein ça, ouais. Les étapes, le processus fait que c'est plus long, le back and forth, parce que tu finis un projet le lundi, ça se peut que le CA il est juste dans 3 semaines, puis après ça, tu as un retour. Alors, tu sais, ça fait que les processus sont plus longs, mais tu sais, sinon, avec... L'entrepreneur, le solo-entrepreneur, lui, c'est lui qui prend la décision. Il dit oui, non. Let's go, le plus vite possible un peu. Laisse-moi le montrer à ma femme. C'est ça. Le processus d'acceptation est pas un peu plus rapide. Alors, tu sais, c'est ça là, un petit peu la grande différence. Aussi, des fois, tu sais, les solopreneurs, les PME, ils ont peut-être pas des fois, tu sais, la mission, la vision, travailler, toute la stratégie en arrière versus des plus gros organismes. Des fois, ils vont l'avoir. Tu sais, ils vont déjà avoir travaillé une stratégie que là, on a juste à appliquer la stratégie. Des fois, il faut vraiment juste travailler la stratégie au complet depuis le départ. Jusqu'à quel point tu as une liberté créative avec tes clients? Dans le fond, est quand même grande, ma liberté créative, à part si on arrive avec des compagnies. Je donne un exemple. On a travaillé souvent avec Uniprix, Proxim, toutes ces choses-là. Eux, ils ont un guide de normes pas mal assez fait qu'il faut qu'on respecte à la lettre. Okay. Alors, ça fait un petit peu moins de créativité, mais tu en as toujours parce que tu trouves toujours un petit manière de twist pour l'apporter, qui soit créatif, qui soit original. Mais ça fait quand même qu'il faut que tu respectes les couleurs, il faut que tu respectes. Mais tu sais, quand on travaille un brand d'une entreprise, habituellement, on a presque carte blanche. C'est vraiment nice. Puis je pense que c'est une valeur ajoutée de travailler avec toi aussi. Puis je suis curieux, tu sais, quand on parle de brand, de rebrander son entreprise, les gens vont souvent associer ça seulement au logo. Ouais. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'autres choses alentour. Là. Ouais. Est-ce que ça t'amène justement à développer un brand guide peut-être pour l'entreprise en tant que telle ou tu te niches vraiment plus vers quelque chose de précis? Non, mais c'est sûr qu'on va travailler. Après ça, nous, avec nos clients, on a plusieurs éléments. On a des clients qui veulent juste une identité visuelle, donc qui veulent la stratégie complète, dépendant qu'on va élever. Mais c'est sûr et certain que si on travaille une stratégie complète, on va travailler la mission, la vision. Après ça, on va travailler tout ce qui est le logo, l'identité, mais on va aussi travailler, aller jusqu'à
retrouver un guide de comment que tes photos, il faut qu'ils paraissent, comment tes vidéos vont falloir qu'ils paraissent, comment toute l'entreprise, puis même comment, entre guillemets, on va devoir traiter les employés, les clients, c'est quoi les slogans, comment qu'on va répondre, c'est quoi les processus de... Alors, ça peut aller quand même très, très large, qu'est-ce qu'on travaille avec les clients. Avec ton expérience, je suis curieux, c'est quoi un client type pour toi? Un client parfait, ça serait quoi? Mais c'est sûr et certain que nos clients, dans le fond, c'est qu'eux qu'on travaille, les brands de A à Z, c'est sûr que ils sont quand même... on va dire que c'est notre clientèle préférée. Pas préférée, là, je sais pas ça que je veux dire. C'est notre clientèle comme ça serait cible, là, parce que c'est sûr que ça serait l'idéal, c'est de travailler avec un client qu'on va travailler toute l'identité visuelle, on va travailler après ça, toutes ces publicités. Ouais, c'est ça, de A à Z. Mais c'est pas la réalité. La réalité arrive, puis que nous, comme je dis toujours, je fais aucune discrimination. J'aime tout le monde. Tu veux juste une identité visuelle, une marque complète ou même juste du merch parce qu'on fait aussi beaucoup d'objets promotionnels. On va travailler vraiment avec le client puis on va s'adapter. Puis notre but, c'est de faire suivre l'identité de marque. Alors qu'on la bâtisse puis qu'on la propulse ou qu'on fait juste la propulser, notre but est de le faire. Mais c'est sûr que c'est le fun quand on travaille un brand complet, qu'on va travailler le branding, après ça, le site web, les ads, puis jusqu'au lettrage de véhicules et tout. Là. Je suis curieux, c'est une question un petit peu plus précise, mais j'ai hâte de voir un peu ta réponse par rapport à ça. Un client qui demande 2, 3, 5, 10, 20 corrections à faire, là, comment tu abordes ça? Nous, dans le fond, c'est tout le temps presque tout compris. On ne fait pas d'extra dans nos prix. Je comprends. OK. Mais, on a des processus rigoureux. C'est comme... quand on travaille un brand, quand on travaille des éléments, on a quand même des processus rigoureux pour savoir tout ce qu'on fait à la base. Puis si, je vais aller avec une identité visuelle, si l'identité visuelle qu'on crée pour le client ne le satisfait pas, c'est qu'il y a eu un problème dans notre processus. Okay. Puis on va repasser à travers le processus pour voir c'est quoi la partie qu'on a mal compris. Parce que nous, on a vraiment un processus qui fait qu'on rentre dans la tête du client pour vraiment savoir tout ce qui l'entreprise ressort. Puis ça, c'est... Puis là, avec ça, on ajoute des fois la stratégie complète qui va venir pour vraiment avoir le maximum. Okay. Mais tu sais, après ça, dans le processus, s'il y a quelque chose qui a mal sorti, ça se peut qu'on va aller... Pas ça se peut, mais on va aller genre voir c'est quelle la partie qu'on a mal compris. Pour vraiment le retravailler, puis après ça, on va le reprendre, on va le remettre, on va le remêler, puis on va le relancer. Puis, tu sais, habituellement, un identité visuelle, tu sais, on a 98-99% des clients satisfaits au premier coup. On a un 2% qu'il faut qu'on fasse une deuxième esquisse ou des corrections, mais c'est rare. C'est assez rare, puis j'imagine, tu sais, vous avez un processus qui est rodé, fait que j'imagine que, tu sais, comment je pourrais dire ça, dans un appel exploratoire ou dans les premières discussions que tu as avec le client, peut-être vous mettez les bases sur les attentes envers le mandat ou, tu sais, peut-être ça t'est déjà arrivé, j'imagine que oui, mais de refuser un mandat parce que le fit n'était pas là ou tu n'étais pas à l'aise à embarquer dans le projet ou tout simplement ça te tentait pas. Est-ce que tu as déjà été confronté à une situation de genre? Oui, c'est déjà arrivé de pas accepter des mandats. Tu sais, ça peut être pour plein de raisons. Pour revenir un petit peu, là, c'est sûr que ça fait 11 ans que l'agence roule, là, puis on a travaillé. Alors, le processus, il est rodé. Là, à côté, c'est à côté. C'est sûr. Mais pour revenir, oui, ça arrive pas énormément. Là, on refuse pas des clients à pelleter, là, mais ça arrive des fois juste le fait que notre processus prend un peu plus de temps que prévu. C'est pas prévu, mais les personnes qui veulent un logo en 2 jours, on n'en fait pas. OK, non, c'est ça. Ouais. Alors, déjà là, si tu as un délai et que tu dis, moi, il me faut absolument un logo en 2 jours, je vais dire, malheureusement, on peut pas. Juste le processus va être plus long. Après ça, c'est plein de raisons qui vont arriver qu'on va refuser des clients, mais ça arrive à l'occasion. Oui, puis j'imagine aussi qu'il y a peut-être une question de budget. Je veux dire, si le client te disait, tu peux-tu réduire ton prix et tout ça, ça m'est arrivé récemment. Puis je suis comme, honnêtement, voici notre offre. Puis si t'es pas prêt justement à accepter ce coût-là, t'es pas obligé d'en prendre. Mais voici le prix, mettons. Je parle des capsules, par exemple. Une personne m'avait approché, on peut-tu faire ça à 70? Mais j'ai dit, mon prix est établi en conséquence de la production, du coût, du maintien, de l'entrevue, tout ça. Fait que, mais si tu ne veux pas en prendre, il n'y a pas de minimum. Mais je serais pas prêt à baisser si tu veux en prendre aussi. Fait que, je pense que c'est savoir cette discussion-là puis d'être honnête avec la personne. Et oui, ça vient avec l'expérience. Ça dit 11 ans. Je veux dire, avec 11 ans, tu sais, là, qu'est-ce que... non, c'est ça. Tu sais,
c'est sûr que le coût, il y a un gros morceau là, qui vient. Puis nous, étant donné que c'est des processus quand même rigoureux, tu sais, notre prix vient avec. Là, exact. On va être franc. Alors, tu sais, c'est... Puis là, après ça dépend aussi qu'est-ce que tu prends ou qu'est-ce que tu prends pas. Parce que, je veux dire, tu sais, si tu prends une stratégie complète avec, tu sais, vraiment de A à Z, là, tu sais, le prix est encore plus différent. Oui, ça fait sens. Alors, tu sais, ça arrive souvent, mais on n'est pas très négociable là, dans le prix. Non, ça, c'est... On vient avec une expérience, on vient un bagage, on vient avec un portfolio assez... Ça va pas te devalue, là, tu sais. Non, c'est ça, tu sais, puis si je te ferais je donne un exemple, quelque chose à 100 $ à toi, tu sais, l'autre qui a payé 50 fois le prix. Ben non, c'est ça. Attends, moi, il va changer ça, toi, tu oui. Alors, tu sais, c'est non, tu sais, on a notre prix, puis on préfère se concentrer sur nos clients qui sont prêts à être... C'est pour ça que je dis souvent, tu sais, notre clientèle cible, c'est la clientèle qui est prête à voir l'importance d'un brand. Et voilà. Alors, tu sais, on a aussi des clients qui, eux, ne voient pas l'importance d'un brand, mais qui veulent juste du merch. Ils veulent leur logo en gros sur un chandail. Pas leur logo, leur numéro de téléphone en gros sur un chandail, tu sais. On va le faire. Ben ouais, c'est ça. Mais on ne refait pas le logo pour qu'il fitte le chandail. Sinon, on va prendre ton logo tel quel, on va le mettre. C'est correct, on va l'imprimer. Mais c'est sûr et certain qu'on ne va pas refaire le brand inclus dans un logo de chandail. Des choses comme ça. Tantôt, justement, là, tu parles de la merch. Est-ce que c'est vous qui faites la propre production de l'imprimerie ou vous avez des collaborateurs, des fournisseurs qui travaillent avec vous? Mais dans le fond, tu sais, les vêtements, eux autres, c'est sûr que c'est pas nous qui les faisons. Mais dans le fond, moi, j'ai travaillé j'ai mes fournisseurs au Québec. Si jamais quelqu'un veut vraiment se lancer une grosse prod, j'aurais même des fournisseurs en Asie puis tout pour faire venir... si tu veux demain être partout au Canada, j'aurais mes fournisseurs pour ça. Cool. Alors, oui, mais tu sais, la sérigraphie, j'ai mon sérigraphe là, avec qui je travaille depuis maintenant presque 10 ans. 7 ans. OK, Ouais, pour ça, j'ai mon brodeur pour tout ce qui est broderie. Alors, ça fait... on a des partenaires depuis longtemps. Parle-moi un petit peu de ton écosystème. Là, on a parlé de la partie imprimerie, brodage, mais tous tes collaborateurs, ça ressemble à quoi? C'est quand on rentre dans ton processus avec toi? Bien, dans le fond, moi, je vais souvent chapeauter beaucoup de choses. C'est moi ou ma partenaire Marie-Ève. Mais tu sais, en bas de nous, on a une équipe de 10 personnes. Là. Alors, tu sais, dans le fond, on a nos programmeurs. Mais tu sais, les allers-retours, c'est toujours avec nous. Parce que nous, on a eu beaucoup de clients qui sont venus justement, qui ont changé. Puis on a décidé d'avoir un modèle d'affaires un peu différent des agences. C'est qu'on veut être le catalyseur, là, si on pourrait dire. Je ne sais pas si c'est le bon mot. Catalyseur, je pense. Désolé. Le catalyseur, parce que, tu sais, on a eu beaucoup de personnes qui, justement, ils disaient, tu sais, moi, je suis tanné de me faire bombarder parce que là, ils m'envoient au programmeur, là, ils m'envoient au chargé de projet, il me ship à telle place, à telle place. Tu sais, moi, je veux travailler avec une personne, tu sais, puis que cette personne-là gère. Ça fait de sens. Alors, ça, c'est la particularité qu'on a décidé d'apporter. Alors, tu sais, tous les projets vont passer par moi ou ma partenaire Marie-Ève. Sinon, tu sais, à l'occasion, là, il va y avoir un programmeur ou un graphiste qui va se mettre au milieu de la conversation, mais ça va être pour vraiment des petits détails. Là. Je suis curieux, dans le processus créatif, quand tu t'abordes à créer une nouvelle identité, comment tu te tiens up-to-date sur les nouvelles tendances? Est-ce que tu t'informes? Est-ce que tu t'éduques? As-tu des conférences ou du contenu pour t'éduquer par rapport à ça? Je sais pas comment ça fonctionne ton processus. Oui. Dans le fond, tu sais, moi, je reçois des infolettes, je fouille un peu le web. Tu sais, souvent, mon processus, c'est... tu sais, j'essaie de pas non plus trop suivre les tendances parce que des tendances, c'est éphémère. OK. Alors, tu sais, si aujourd'hui, la couleur de cette année, c'est saumon, puis je fais un logo saumon, mais demain, ton logo sera plus à mode. Non, c'est Alors, tu sais, c'est pour ça que j'essaie de pas suivre des tendances, puis on travaille un processus pour que ça soit de quoi qui va durer à long terme. Alors, c'est toujours ça la façon qu'on travaille. Okay. Alors, c'est pour ça que, oui, on regarde ce qui se fait présentement. Oui, on suit là, tout ce qui se fait en design, mais après ça... on essaie quand même, tu sais, nous, on est vraiment dans le minimaliste compliqué, complexe, j'aime dire. Minimaliste, complexe, c'est-tu vraiment un style précis?
Minimaliste, Moi, c'est comme ça que je me détaille. Ouais. Alors, je sais pas si Mais ça je trouve ça- existe en réalité, mais moi, Non, je suis dans mais le minimalisme c'est intéressant. complexe, ouais. Parce que... Ben, je te laisse continuer, excuse-moi. Ouais, c'est mais ça, parce qu'on intéressant, crée toujours tu sais, Ouais, ouais. des brands avec un logo super simple, avec Oui. comme 3 ou 4, 5 degrés de lecture, dépendant de la personne qui le regarde. Ouais. Je pense que le minimalisme, justement, c'est quelque chose de très populaire. Tu sais, justement, le rebranding de beaucoup de logos de grandes entreprises chiffre vers ça, vers la simplicité. Pourquoi on recherche ça? Tu sais, mis à part que tout le monde fait ça, ou tu sais, beaucoup d'entreprises empiètent le pas, mais selon Ben, toi? souvent, là, c'est pas... tu sais, il y a les grandes raisons, c'est maintenant, c'est partout. Puis que sur, tu sais, exemple, un logotype sur ton téléphone, tu peux plus être aussi gros. C'est pour ça que Desjardins a enlevé son abeille au milieu de son logo. C'est pas le fait qu'il voulait plus l'abeille, c'est que rendu l'abeille sur un téléphone, sur OK. l'icône On le voit pas bien. tu le voyais pas. Ouais. Alors là, c'est pour ça que les personnes commencent à enlever de plus en plus de tout ce qui est complexité Ouais. pour que ça puisse plus être applicable partout. Après ça, c'est que souvent, les brands, tu en as encore qui vont rester comme... Ben, ils vont se simplifier parce qu'ils vont vouloir laisser le reste de la marque parler plus que leur logo. Ouais. Alors, tu sais, puis ils veulent que ça soit une lisibilité puis une lisibilité partout. Alors, tu sais, souvent, ça, c'est les raisons principales pourquoi que les personnes vont devenir plus bâton, bold. C'est juste pour la lisibilité puis pour puis après ça, ils vont se dire, tu sais, les couleurs puis tout le reste, on va le mettre... dans nos pubs, dans nos images, dans, tu sais, exemple... On va le réutiliser partout, dans le fond, sur différents médiums. Ouais, mais tu sais, un peu comme, on va dire Coca-Cola, Ouais. son logo, il est super simple, mais ses pubs sont super colorées, tu sais, C'est des vrai? couleurs qui Ouais. sautent. Alors, tu sais, c'est l'idée en arrière, là, qu'on va laisser parler les couleurs, les publicités, les images, mais on va réduire la difficulté de lecture sur les logos. Bon, Pepsi a eu un gros rebranding dans les dernières années. Je me souviens plus quand, là, mais ça a vraiment fait les manchettes parce que... Ouais, ils le font à ça- chaque année. À chaque année? Ah ouais, sérieux? Ouais, j'exagère quasiment à ça. à chaque année, là, mais je pense aux 5-10 ans, ils C'est rebrandent. quand même... Puis c'est peut-être un autre sujet, la fréquence de quand on devrait rebrander, mais ça a passé vraiment parce que c'est des prix astronomiques. Là. Je pense que c'est des millions, là, si je me trompe pas, en rebranding. Fait que je me demande... Comment tu justifies un rebranding de ce coût-là? Est-ce que c'est make sense, étant dans l'industrie, là? Ben, tu sais, dans le fond, le coût du rebranding, là, plus t'es gros, plus ça va te coûter cher. Plus tu as une grosse score, plus on te Tu charge. sais, parce que, veux pas, le risque de... Qu'est-ce que tu vends, tu sais? Ben, tu sais, le risque, là, de faire une mauvaise job ou de... Ah. Même pas faire une mauvaise job, c'est que le risque que ça passe mal aux yeux du public, comme c'est arrivé dans le temps, exemple, à Gap, je sais pas si tu... Ouais, tu sais, OK. Il est plus gros que si tu rebrandes un fleuriste du quartier. Fait que les gens associent la compagnie au C'est ça, rebranding, c'est je que comprends. c'est que tu évalues le risque, dans le fond. C'est pour ça que ça coûte tant cher. Déjà, la recherche et tout ça va c'est être plus intéressant. gros, Ouais. mais aussi, c'est que tu évalues le reste. Tu sais, si demain, je rebrand McDonald's, tu sais, T'as pas le droit à l'erreur, là, j'ai pas le droit à littéralement. l'erreur. Non, Il faut c'est que ça. mes recherches soient plus poussées. Ouais. Il faut que tout soit encore plus poussé. Alors, c'est sûr qu'il y a un prix qui va venir avec ça. Puis après ça, tu évalues le risque. Parce que si demain, genre, je rebrand McDonald's, mais tout le monde déteste, Ouais, c'est ça. genre, on va tous devoir revenir, tu sais, puis c'est le gros risque. Alors, c'est pour ça que les gros brands vont shit. coûter vont être beaucoup plus dispendieux que, genre, le petit brand de... C'est comme une assurance, là, quasiment. Là, tu sais, Ils Ouais. chargent en conséquence du risque. Mais, my God, je m'attendais pas à cette réponse-là. C'est nice. OK. Ouais. Ben, ça fait make sense aussi. Là. Ouais, non, c'est ça. C'est Exact. souvent une affaire de Ouais, risque, puis de dire, tu sais, La réputation, dans le fond. Puis là. aussi, tu sais, Ouais. c'est la réputation. Puis tu sais, Ouais. c'est qu'est-ce que tu sais, si tu rebrand, c'est pour avoir de la value. Si tu as de la valeur, tu sais, c'est ça aussi que tu vas payer. Tu sais. Aussi. Quand on va rebrander, là, c'est que tu pourras aller chercher un plus de valeur. Disons qu'on prend l'exemple d'une PME, parce que c'est ce qui est le plus commun au Québec. Ouais. À quelle fréquence on devrait rebrander son identité visuelle? Dans le fond, là, moi, c'est qu'est-ce que je dis souvent aux clients, là, c'est si... tu sais, après ça dépend comment tu es parti. Ouais. Si tu es parti parce que tu n'avais pas de sous pour aller rebrand, tu as fait une petite carte d'affaires, genre au Vistaprint ou au bureau bureau en gros. au bureau en Ouais, gros, c'est là, ça, avec ouais. juste ton numéro de téléphone, Ouais, ton ouais, nom. ouais. Puis là, tu es rendu, tu sais, c'est sûr que dans les premières années, quand tu commences à faire de l'argent, je suggère de suggères ça, rebrander ouais. pour avoir une meilleure présence. Ok. Sinon, après ça, moi, je dirais, c'est plus si tu as un... Tu sais,
à des occasions comme des anniversaires. Tu vas faire 10 ans, 20 ans, 30 ans, 25 ans. Sinon, c'est si tu ajoutes des services. Tu sais, demain, dans le fond, tu fais... j'essaie de trouver des exemples concrets. Là. Demain, tu poses des piscines, mais après ça, tu poses aussi des spas. Là, tu dis, OK, là, je suis rendu avec des piscines et des spas, alors je pourrais rebrander, genre, alors, tu sais, j'ai un nouveau service, j'ai un nouvel offre, c'est comme... Une partie, peut-être l'offre de service des spas, puis quelqu'un peut brander différemment. Non, mais tu rebrandes, mais avec une nouvelle identité pour montrer ta nouvelle offre. Alors, tu sais, c'est souvent où, tu sais, là, j'en ai un client qui vient de faire 2 acquisitions. Alors là, il a augmenté son offre. On vient de rebrander complet l'entreprise pour justement qu'elle représente sa nouvelle offre avec ses 2 nouvelles acquisitions. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, malheureusement, se lancent en affaires, qui ont peut-être même les moyens, mais qui ne croient pas à la valeur ajoutée, mettons, d'engager un expert pour faire ça, puis il va dire, j'ai ma nièce là, qui va faire ça sur Canva, là, puis ça va être bien correct, tu sais. Mais tu sais, prenant ça en compte, c'est quoi l'erreur que ça peut causer quand on a ce process-là? Mais tu sais, souvent, qu'est-ce qui se passe, c'est que tu attires ceux qui te ressemblent. Ah ouais? Dans le fond. Alors, tu sais, si... souvent, tu sais, les personnes, là, c'est que c'est la première... tu sais, t'as 3 à 7 secondes là, pour qu'une personne te juge. Alors, tu sais, si tu n'as pas fait... Tu sais, ça se peut que sa nièce aussi est super bonne. Puis que c'est possible. Mais prenons l'exemple que... Bon. Mais tu sais, souvent, qu'est-ce qui se passe, c'est que si tu arrives sur un site Internet, tu vois un logo qui fait pas professionnel, mais la personne va pas vouloir aller plus loin, ou elle va se dire ça va pas être cher parce qu'ils sont, leur site est pas fait, c'est sûr que ça va être pas cher, ça va être abordable, alors je vais aller les voir. Alors si rien, je te donne juste un exemple, demain tu décides de refaire ton pavé uni, la personne qui vient chez vous a un auto comme plein de rouille, elle est presque en train de tomber en morceaux pour te faire ta soumission, puis après ça, elle te charge un prix quand même, tu sais, dans les plus chers de tes 6, tu vas dire, OK, tu sais... Il y a comme c'est pas aligné, là, ça ne fit pas, là. Alors, tu sais, c'est l'image que tu projettes. C'est pour ça que, tu sais, moi, je dis, tu t'en vas tu veux bien paraître, tu t'en vas à une entrevue, tu t'habilles chic. Alors, make sense. Alors, c'est un peu ça, un peu, là, je sais que c'est une façon de parler, là, tu t'habilles propre. C'est ça. Présentable. Présentable. Alors, tu sais, c'est un peu ça avec le branding. Là. C'est pas toi, mais c'est l'habit de ton entreprise. Alors, qu'est-ce que les personnes voient en premier? C'est juste là que les personnes vont dire oui ou non. C'est comme une couverture de livre. Des fois, tu vas acheter un livre parce que tu vas trouver belle la couverture. Tu même pas encore, tu sais pas si l'histoire va être bonne ou pas. C'est la même chose avec une bouteille de vin. Tu vas acheter une bouteille de vin parce que l'étiquette est belle. Tu sais même pas si elle est bonne ou pas, mais tu vas si elle est bonne, après ça, tu vas la racheter. Puis si elle est pas bonne, tu vas dire OK, laisse faire. C'est un peu la même chose avec le branding. Mais au moins, tu as une bonne première impression parce que les gens, je veux dire, si on cherche une entreprise de paysagement, ben tu vas le voir la différence. C'est juste en qualité visuelle là, ou des erreurs communes ou des couleurs qui ne font pas un bel amalgame. Fait que tu vas voir la différence de genre la personne est sérieuse, investie dans son branding, dans son identité. Tu vas sur sa page Facebook, Instagram, puis il y a un code de couleur qui est réutilisé. Tu vois qu'il y a un sérieux, mais ça va faire plaisir de payer un supplément parce que c'est rodé, c'est structuré. J'ai plus confiance en cette personne-là. Non, c'est ça. C'est sûr que si tu as un client qui cherche juste le plus cheap puis qui s'en fout, là, ben, tu vas aller attirer cette clientèle-là. Mais si toi, tu dis, hey, moi, je veux pas vraiment cette clientèle-là, je veux quelque chose d'un petit peu plus premium, ben, il faut que tu aies une identité qui reflète ça, right? Oui, c'est ça, en plein ça. Tu sais, c'est ça qui se passe, c'est que si tu veux, que, tu sais, souvent, tu vas arriver dans... Tu vas voir un logo, tu vas arriver dans des sites, tu vas voir juste la personne, des fois, comment elle se présente, tu vas faire comme... OK, non, tu sais, elle fait pas professionnelle. C'est sûr que tu vas juger là, sans même vouloir. Tu vas dire, elle va botcher, ça va être vite, ça va pas être efficace. Tu sais, comment je veux avoir une affaire professionnelle si je paye juste 100$? Alors là, tu as d'autres personnes qui vont être contentes parce qu'ils ne voient pas l'importance. Puis ils vont dire, OK, oui, je vais, c'est ça que je veux, là, juste un numéro de téléphone avec n'importe quoi. Alors, ça me dérange pas de pas payer. Alors, tu sais, c'est. Puis t'as les clientèles pour les deux, là. Alors, tu sais, c'est... C'est ça, il n'y a pas... Chacun... Puis je pense que c'est peut-être correct aussi quand tu te lances dans le domaine, tu sais, de prendre des plus petits clients, puis justement de développer ta confiance en soi, puis tout ça, mais tu sais, de segmenter, puis en évoluant, ben, tu upgrades, là. Je veux dire, tu n'es pas obligé de mettre le 10 000 de rebranding ou en 7-toi, puis tout ça, tu sais, il y a cette conception-là de genre, si tu te lances en affaires, il faut que tu délègues ou tu payes, tu sais, des gros montants, mais
si c'est ta première business, comme apprends-le, fais-le, puis après tu t'évolues, puis tu réinvestis. Non, c'est ça, tu sais, puis nous, c'est déjà arrivé, là, tu sais, c'est un vendeur d'aspirateur, tu sais, je parlais avec, puis il venait de s'ouvrir, là, un petit commerce, puis là, il voulait justement, tu sais, rebrander son magasin, mais tu sais, quand j'ai parlé avec, tu sais, il me dit, mais j'ai pas d'argent, si je te paye tant, j'ai pas d'aspirateur pour vendre. Puis là, je suis comme, va vendre tes aspirateurs. Ouais, c'est ça, reviens-moi après, là, c'est ça, là. Fais ton roulement, travaille tes trucs, puis après ça, on s'assira quand tu seras prêt, tu sais, puis on travaillera ça aussi, tu sais, c'est la réalité, là, tu peux pas, si t'as pas d'argent, tu peux pas. Tu fais avec ce que tu as, puis tu y vas. Tu es honnête avec la personne. Oui, c'est ça. Travaille ta clientèle. J'ai pas dit tu vendras jamais aucun aspirateur parce que t'as pas de logo. Je dis, vas-y, quand tu travailles. Ou t'achètes pas logo, sinon tu vendras pas. Là, c'est sûr. Non, t'es comme. Non, monte ta clientèle, travaille. Quand tu vas être prêt, quand tu vas être plus gros, là, tu penseras tranquillement à rebrander. Puis, ça nous fera plaisir de travailler avec toi. Non, j'aime vraiment ça. Puis, on peut peut-être parler sur le sujet de la prospection, de la vente. Comment tu abordes ça dans ta business? Est-ce que tu t'en fais ou justement, tu n'as pas besoin d'en faire? Là? Nous, pendant un bout, on a toujours besoin d'en faire. Parce que même si tu n'en fais pas, t'en fais. Je sais pas. Genre, tu veux dire, en parler avec des gens? Tu parles avec des gens, tu t'en vas. Quand tu es en affaires, quand tu es entrepreneur, tu vends 24/24. Ouais, façon de parler, c'est pas, je suis pas là en train de solliciter, mais je parle toujours de ma business. Je veux dire, c'est mon sujet que je parle. Je dois parler 80% de ça. On va dire qu'il y a 60, l'autre 40, c'est mes enfants. Puis c'est pas mal. C'est bon, 60-40. Mais, tu sais, blague à part... c'est on en parle tout le temps. Alors tu rencontres du monde, c'est quoi tu fais, tu vois des réseautages. Mais moi je fais encore de temps en temps, je me dis une journée par année je vais faire du porte-à-porte. Même une journée, une couple de fois, je fais du cold call. J'ai des employés sur le cold call, j'ai des employés sur le... Alors on en fait quand même tout le temps de la vente. Nous, on en fait plus, dans le fond. On est les visages. Alors, c'est nous qui rencontrons les clients et tout. Mais non, c'est ça. Mais on n'est pas là en train de... des vendeurs. Non, la pression. Oui, c'est ça. On est plus, même... Dans le fond, même dans le style de post LinkedIn, je dis pas viens m'acheter. Je suis comme juste, je compte des histoires. Puis en commentaire quand tu es prêt à rebrander. Non, je comprends à 100%. Puis je pense que c'est les meilleurs clients de mon expérience, c'est les clients qui t'approchent initialement, qui ont déjà dit hey, j'ai vu, tu as travaillé sur tel projet, je te connais telle personne, j'ai goût, c'est le fun. Nos meilleurs clients, c'est pas les. Je veux pas dire nos meilleurs clients parce qu'ils sont tous bons, mais c'est sûr que. Ceux qui viennent de la bouche à oreille, c'est qu'ils connaissent, ils se sont fait déjà conseiller par quelqu'un qui a eu nos services. Alors, c'est sûr et certain qu'ils viennent déjà confiants, qu'ils veulent travailler avec nous parce qu'ils connaissent. Puis c'est pour ça que pendant 10 ans presque, on a travaillé presque juste avec du bouche à oreille. Là, étant donné qu'on veut grandir quand même annuellement, on n'a pas le choix de déployer plus, mais habituellement, notre majorité de clients viennent du bouche-à-oreille parce qu'ils sont déjà comme convaincus. Ils connaissent déjà notre travail, ils savent comment on travaille, ils savent nos processus. Alors, quand ils viennent nous voir, ils sont comme « on aime vraiment ce que vous faites, alors on aimerait travailler avec vous. » Je suis curieux, après 11 ans, ça ressemble à quoi tes objectifs en termes de développement d'entreprise? C'est toujours... dans le fond, on est toujours indécis. Pour franc, parce qu'on veut toujours grossir, mais il y a des années qu'on se dit, est-ce qu'on y va à 10, 20, 30, 40, 50%? Mais présentement, on est beaucoup aussi dans le vie familiale. Alors, ce qui fait que, on ne veut pas faire x10, parce que si je fais x10, le processus de grossir l'agence va me prendre trop de temps à moi. Parce que tu t'engages quelqu'un, il faut que tu prennes du temps. Après ça, alors c'est pour ça qu'on préfère aller avoir un paste. Croissance steady, là, et non... En plein ça. C'est sûr que si elle vient, la croissance, on va apprendre puis on va dealer avec. Exact. Mais présentement, on est vraiment dans une petite croissance steady. À chaque année, on augmente. Peut-être, on est quoi, 15-20% peut-être. Puis, puis ça fait une belle croissance tranquille. Puis, on aime ça. Puis ça fait qu'on a le pace. Puis je pense qu'on a plus ce syndrome-là quand on est en affaires, c'est qu'on en veut toujours plus. Mais c'est déterminé, tu sais.
à quel point tu as besoin justement, ou pas que tu valorises, là, mais la nécessité justement de prendre du temps X par semaine avec ta famille, de prendre du temps X pour toi personnellement, de te ressourcer, c'est important. Puis en tant qu'entrepreneur, je veux dire, on peut tomber dans tous les aspects de la santé mentale, mais si tu fais juste travailler, à un moment donné, ben, ton corps il va t'envoyer des signes. Là. C'est comme, il y a une tout stop, une petite pause. Hein. Moi, c'est arrivé il y a à peu près 6-7 ans. J'ai rencontré un coach. Non, pas j'ai rencontré un coach qui m'a dit suis-moi. Ouais. Il dit en bas de 5 ans, là, tu vas être multimillionnaire. OK. Puis là, je suis comme OK. Mais il dit je t'avertis tout de suite, ça se peut que tu n'aies plus de femme puis tu n'aies pas vu tes enfants. OK. Là, tu es comme OK, est-ce que je veux me rendre là? C'est genre, si j'ai parti mon agence il y a 11 ans pour passer plus de temps avec la famille, pour gérer plus mon temps, pour être plus mon boss de mon temps à moi, puis de comment je vis ma vie, est-ce que je veux me rendre là? J'avais décidé non dans le temps. Je regrette pas mon choix, mais c'est comme, il m'a dit, je vais te mettre une marche à suivre, tu vas voir que, tu vas je peux t'amener là, mais est-ce que tu es prêt justement à faire les sacrifices, d'être divorcé puis peut-être plus voir tes enfants. Je suis comme, non, peut-être dans... C'est ça. Pas le divorce, mais peut-être plus voir mes enfants quand ils vont plus vouloir me voir parce qu'ils vont être rendus à c'est rendu là peut-être. Mais non, j'étais comme, non, je veux pas me manquer toute l'enfance de mes enfants pour un job. Je suis comme, non. Je préfère aller à un pace plus tranquille puis profiter. Je pense que c'est vraiment ta question. C'est la prochaine question, c'est un peu ça, la vision de succès, mais faire de l'argent pour faire de l'argent, je veux dire, si tu n'as pas d'objectif à part juste augmenter ton chiffre dans ton compte en banque, c'est comme... Si tu vas te démotiver, ça ne fonctionnera pas, je veux dire. Peut-être que tu vas être capable puis tu vas être motivé juste par l'atteinte de cet objectif-là, mais quand tu vas t'y rendre, c'est comme, c'était juste ça, le feeling. C'est comme, oui, c'est nice, mais... Rendu là, je pense pas que c'est ça ton impact ou la petite flamme de pourquoi tu te lèves le matin. Ça va beaucoup plus loin que ça. Puis, es-tu prêt justement à sacrifier tous tes piliers de vie pour la recherche de l'argent supplémentaire? Moi, personnellement, c'est très clairement non. Là. Non, c'est ça, moi non plus. Puis, je suis un gars sur Instagram, puis il y a des quotes là, tellement savoureuses des fois. Puis, une des quotes qui m'a marqué, c'est vraiment, il dit, c'est pas un flex d'avoir une Rolex qui te dise à quelle heure ta pause finit. Sérieusement, nice. T'es comme, OK, oui, t'as de l'argent, oui, mais tu contrôles pas tes affaires. Ta montre te sert juste, même si elle vaut 100 000, à dire qu'il faut que tu retournes travailler parce que ton boss t'attend. Alors là, t'es comme, c'est ça la réalité. Je suis comme, non, moi, justement, je préfère prendre, profiter de la vie, l'été passé, je pense que j'ai pris 12 semaines off. Je suis parti un mois en Europe, j'ai pris 2 semaines dans le Nord. J'ai pris, j'ai toujours mes Noëls. Même si des fois, il y a des rushs, puis je gère un peu dans ces affaires-là, mais je suis pas là. Genre, je suis au chalet avec les enfants, puis tout, puis je profite. Alors après ça, je gère mes affaires, puis quand je dis off, c'est un gros mot, là, mais parce qu'on n'est jamais off, mais le téléphone n'est jamais loin, le laptop, il part tout le temps en vacances avec toi, mais c'est juste dire que aucun employeur m'aurait laissé faire ça, puis moi, avant de partir en agence, c'est déjà arrivé dans un de mes emplois, que quand ma conjointe était enceinte, on allait faire l'échographie de mon garçon, puis que mon boss me dit c'est juste une échographie, là. OK. On est dans le jus, là. Faut vraiment que tu y ailles, tu sais. Puis là, pendant 2 minutes, j'ai douté, là. Il y a une journée, j'ai fait comme non, c'est vrai, peut-être que je pourrais pas y aller. Puis là, je suis arrivé à la maison, puis là, je suis comme non. Le lendemain, je suis revenu, je dis non, ça fait pas de sens, ça. Demain, je suis off, puis je m'en vais avec ma conjointe à l'échographie. Là, alors, c'est des affaires que je suis comme, aujourd'hui, personne ne va me dire tu peux pas faire ça. Là. Même si un client, si un client m'appelle et me dit j'ai un projet rush à remettre dans 3 jours, si je peux le faire, je vais être heureux de le faire. Mais si j'ai un spectacle de violon de ma fille de prévu, je vais aller au spectacle de violon de ma fille, je vais dire, je vais essayer. Si je peux, je peux. Si je peux pas, je vais pas scraper l'opportunité que j'ai d'aller à un spectacle de violon de ma fille pour un manque d'organisation d'un client. Même si on essaie souvent plus de faire de la magie que
qu'on dit non, mais tu sais, ça me reste que c'est moi qui ai le dernier choix de vouloir ou pas vouloir. Là. C'est ça, je pense, On achète du temps, je pense que c'est ça. On se permet d'avoir du temps avec notre famille, ou, comme on le veut, puis c'est la liberté de l'entrepreneur, je pense. Mais ouais, c'est facilement, on peut tomber là-dedans de dire oui à tout le monde, de prendre des contrats par-ci, par-ça, puis si le client, justement, tu t'acceptes qu'il faut que tu le remettes dans 3 mois, dans 3 mois, c'est comme dans 3 jours, il s'attend à le recevoir dans 3 jours. Tu peux pas dire, même si justement tu as une soirée violon avec ta fille, mais si ça c'est communiqué au début, j'ai ça, est-ce que tu es prêt à accepter que ça va être, si c'est non, ben ça marchera pas, puis c'est oui, mais excellent. Non, c'est ça, c'est pour ça que des fois tu dis, ça arrive là, qu'on dit non à des clients parce que genre non, je peux pas. Deadline n'est pas faisable. Ton deadline n'est pas faisable pour moi, pour mon temps présentement. Exact. Make sense. T'en as qui comprennent, t'en as qui comprennent pas, puis ceux qui ne comprennent pas, ça me dérange pas qu'ils ne comprennent pas, puis qu'au pire, s'ils ils ont besoin d'aller voir ailleurs, c'est correct, puis j'accepte ça parce que c'est pas des clients que je veux s'ils sont pas capables de me comprendre ma réalité à moi. Alors, ça, c'est ma réalité. Puis souvent, on touche du bois. Nos clients, habituellement, sont plus satisfaits. Et on leur donne plus que pas assez. Ils sont habituellement super tout le temps contents, là, mais c'est des éléments qui peuvent arriver. Puis que t'es comme... C'est la réalité. Je peux pas. Puis si je peux, là. Si on continue sur la vision de succès, je pense que beaucoup de jeunes entrepreneurs qui se lancent, qui disent, mettons, je sais pas, à 30 ans, je vais être libre financièrement, je veux prendre ma retraite et, je sais pas, passer mes journées sur une plage à Cuba ou au Mexique en sirotant un petit peu pina colada. Fait que j'aime ça imaginer, là, mais ne plus travailler puis rien faire puis juste faire ça. Est-ce que, tu sais, moi, en tant qu'entrepreneur, j'ai même pas le goût parce que je veux bâtir puis je veux travailler en soi sur mon projet. Mais moi, je pense que ces personnes-là, c'est qu'est-ce que tu veux, avant de le faire, OK? C'est que tu dis, moi, je veux à 30 ans faire ça. Ouais. Mais une fois, parce qu'ils n'ont pas encore touché à l'entrepreneuriat, ou ils font quelque chose qu'ils n'aiment pas, OK? Mm-hmm. Moi, c'est qu'est-ce que je pense. C'est ça que tu as moi, j'ai toujours dit, là, c'est liberté 50, OK? Il me reste 6 ans, là. Okay. Puis avec Swing, moi, c'est liberté 50, mais tu sais, façon de dire liberté 50... C'est pas que j'arrête de faire puis je suis sur le bord de la plage. Non, c'est ça, c'est pas ça. C'est juste que je vais avoir, dans le fond, je vais être en arrière de Soul, mais je serai plus en arrière d'un ordi ou je vais le gérer autrement. Ou, c'est juste tu changes. Parce que une fois que tu es vraiment dans la loupe de l'entrepreneur, ou sinon tu vas vendre puis tu achètes un autre projet, ou tu embarques dans un autre projet. Je pense que c'est juste, une fois que tu es allé dans la loupe de l'entrepreneur, je pense pas que tu vas être capable de juste t'effoirer. Prendre une retraite classique de genre, tu t'effoires, tu fais pas grand... surtout à 30 ans, le temps. Mais à part, il faut que tu voyages, mais pour voyager, il faut quand même que tu ailles pour voyager, soit 30 ans encore. Faut que tu aies de l'argent quand même de côté, là. C'est pas donné ou donné. Oui, t'es allé en Europe, là, fait que tu sais, c'est... Mais non, c'est ça. Moi, je pense que c'est juste qu'une fois que tu es dans l'eau, tu vas travailler trop. Ils vont juste investir dans d'autres choses, dans d'autres façons, puis ils vont faire d'autres choses. Parce que le goût, si tu es vraiment un passionné puis un vrai entrepreneur, le goût de partir des projets puis ou t'impliquer ou faire whatever va toujours rester. Non, c'est ça. Fait que ça va peut-être évoluer à d'autres types. Là. Je sais pas, quand tu vieillis, peut-être tu veux devenir un conférencier. Ben, c'est une forme aussi. Là. Non, c'est ça. Je pense que tu vas changer de... Switch un peu, là, tu seras plus, exemple, s'il est conseiller financier, tu seras plus conseiller financier, mais il va acheter des meubles. Il va acheter des villas au Costa Rica qu'il va gérer, puis il va être sur le bord de la plage en train de... c'est tout ça, mais c'est là que tu dis, on parle de retraite, mais un entrepreneur... de mon côté, ne voit pas la retraite comme les personnes voyaient à 65 ans à la fin de leur pension sur la chaise berçante. Puis, tu sais, même ces gens-là qui ont vécu, on va prendre l'exemple de je sais pas, un monsieur là, qui travaille au gouvernement, qui a pris sa retraite à 55 ans, puis il va dire, moi, je vais attendre ma retraite pour voyager, je vais attendre ma retraite pour faire telle chose. Il attend, puis il est rendu à sa retraite, puis il fait pas plus de choses parce qu'il n'a pas expérimenté, il n'a pas essayé. Je veux dire, je pense que c'est peut-être biaisé ou d'attendre d'avoir de l'argent ou d'attendre d'avoir justement ce temps-là pour faire des choses. C'est pas la bonne mentalité, là, je crois. Mais tu sais, après ça, ça c'est le côté, comme tu dis, un peu Pierre-Éric Messwing, il faut que tu aies de l'argent, puis plus tu dépenses jeune, moins que tu en as plus tard. Mais après ça, tu sais, il faut que tu arrives à 65 ans en forme là, pour en profiter.
Ben, c'est ça, Moi, c'est un juste milieu, right? C'est comme... Moi, je connais des personnes qui ont attendu leur retraite toute leur vie, puis à 65 ans, ils sont décédés. C'est triste. Tu sais, c'est... Mais c'est ça, c'est T'sais, triste. Alors, tu sais, c'est... Ouais. C'est comme tu dis, c'est la balance, là, de profiter de la vie un peu, puis de... tu sais, ben, d'en garder aussi, parce que si tu vis jusqu'à 100 ans, il faut que tu en aies un petit peu. Il faut que tu aies des projets. Sinon, tu vas faire beaucoup de tricot, je pense. Mais tu sais, puis moi, c'est pas... Parce que t'as toujours un mononcle ou une matin qui va dire « Hey, moi, il me reste 3 ans à travailler à telle place, puis j'ai ma retraite full pension. » Super. C'est comme t'aimes pas plus ta job que ça, dans le fond. Là, non, ils font du temps. C'est quand même horrible. Là, je sais pas c'est quoi ce mode de vie-là, puis je juge pas en tant que tel, mais c'est comme, si tu as cette mentalité-là, repose-toi un peu en question, à savoir, pourquoi tu fais ça? Est-ce que c'est vraiment une nécessité de payer justement peut-être des bills en tant que tel? Tu as une nécessité d'avoir une rentrée d'argent, puis tu fais ça par besoin, mais là, peut-être que tu repenses un peu tes habitudes d'achat. En tout cas, je peux pas me visionner comme une personne qui vit ce mode de vie-là. Je pense que je me mangerais à petit feu, là, ça marcherait pas. Là. Mais je pense que c'est aussi un peu la mentalité comme des années passées que il faut que tu aies une job stable, exact. Que tu rencontres avec un gros fonds de pension. Ouais, c'est ça. Puis je pense qu'il va en avoir de moins en moins qui va arriver là, avec ça. Mais tu sais, c'est... Ben oui. Puis après ça, eux, ils sont là. Souvent, ils ont plus ou moins d'éducation, qui veulent... Puis ils veulent juste... finir leur entre guillemets, leur temps, puis avoir leur fonds de pension, puis pouvoir en profiter. Ouais, c'est un peu ça. C'est sûr, mais après ça, ils sont habitués. Hein. Si tu connais pas... tu tombes là-dedans, c'est facile. C'est confortable. Il faut que tu dises, hein, si tu connais pas le caviar, tu sais pas si c'est bon ou pas bon. Hein. Ouh, j'aime ça. T'sais. I like it. Polo, j'ai une dernière question pour toi. Fait que 44 ans. Ouais. Disons que tu avais l'opportunité de parler avec une version de toi-même de 25 ans. Qu'est-ce que tu te dirais? Qu'est-ce que tu te conseillerais? Dans le fond, tu sais, de fonce, de pas peur, parce que tu n'as rien à perdre à 25 ans. Tu es rendu à mon âge, c'est que tu es avec des enfants, tu as une maison, tu as une conjointe, puis toi, tu n'es pas tout seul. Si tu perds quelque chose, c'est le toit de tes enfants, c'est la bouffe sur la table, c'est... alors, tu sais, moi, c'est juste fonce, puis n'aie pas peur de demander de l'aide. Souvent, ça arrive, puis tu connais pas tout. C'est peut-être ça que je dirais, fonce, n'aie pas peur, parce que tu n'as rien à perdre, mais aussi n'aie pas peur de demander de l'aide, puis de... Parce que tu penses que tu connais tout, mais tu connais rien. Là, tu connais pas encore, là, c'est ça, exact. Souvent, tu rentres, tu as des petites bases en entrepreneuriat, tu es comme... Tu es quand même... tu connais pas les règlements. Souvent, les personnes savent à peine comment charger, puis ils se partent en affaires. Puis c'est là qu'ils vont être comme sous-chargés ou des choses comme ça, puis ils ont peur. Puis le monde, ils ont peur des fois aussi quand tu pars, c'est que tu regardes, OK, moi, j'achèterais pas ça. Non. Moi, c'est pas toi le client. Non, c'est ça. Ton client a un chiffre d'affaires de 25 millions. Exact. Il n'y a pas 35 000 en paye à la fin du... Alors, c'est ça qui se passe. Tu as 25 ans, tu viens de finir l'école, tu startes ta petite job, tu es comme... C'est ça la réalité, là. J'aurais une question qui sort un petit peu, là, mais est-ce que tu conseillerais à n'importe qui de tenter un parcours entrepreneurial ou d'essayer, même si tu hésites un peu ou juste pour le vivre? Est-ce que tu le conseillerais pour tout le monde? Là? Moi, je pense que oui. Je pense que oui, mais après ça, c'est sûr qu'il y a des personnes, moi, personnellement, étant entrepreneur, je dirais que oui, parce que t'as rien à perdre. Puis, surtout, fais ça les soirs, les fins de semaine. Trouve-toi un hobby que t'aimes. Faut que t'aimes ça. Faut que t'aimes ça. Faut que t'aimes ça, parce que les personnes disent, si tu le fais juste pour l'argent, ça se peut que tu vas trouver le temps long. Là, surtout que c'est plus que 40 heures semaine. Mais, après ça, moi, je pense que oui, parce que t'apprends tellement, puis tu développes. Mais après ça, si la personne est très... introvertie, puis elle ne veut pas parler à personne, puis elle adore ce qu'elle fait, vas-y, puis sois bon dans ce que tu 100%. Fais, puis... Elle n'a pas d'intérêt à prendre... Parce que, veut pas, c'est bien beau tout ça, mais c'est pas un rêve utopique, dans le sens... Il y a beaucoup de risques soit des risques financiers ou de stress, de l'anxiété que des entrepreneurs vivent, là, fait que dans le quotidien. Là, si tu aimes juste, je donne un exemple, là, si t'es un programmeur, t'aimes juste programmer, mais au pire, programme parce que tu n'auras pas la vente, tu n'auras pas...
reste dans ta bulle, ouais. fais tes affaires. Au pire, associe-toi aussi. Là, tu peux aussi t'associer et voir. Ouais. Mais c'est sûr et certain que ça apporte tellement de belles choses, mais aussi, comme le stress, tu vis des montagnes russes. Tu peux pas voir tes téléséries le soir. C'est ça, exact. Ou t'en vois moins, le dépendant pour qui. Là. ou tu t'achètes un autre écran, tu le demandes de site, tu réponds à des courriels. Tout est possible. Là, Ouais, mais... c'est ça. mais écoute, Polo, ça a été vraiment un plaisir de faire cet épisode-là. Je suis très content. Ça fait plaisir, mais merci beaucoup pour l'invitation. Ben, merci pour ton temps. Je veux dire, ce que je propose aussi aux invités, c'est de faire un part 2 dans 6 mois. Fait que tu es toujours invité, évidemment, au studio pour faire ça. Super, on est là, puis on a encore beaucoup de sujets qu'on n'a pas pu aborder. That's it, merci encore. Puis, t'as-tu aimé ton expérience overall? Ouais, j'ai adoré. Ouais, c'était bien. Vraiment cool. Ouais. Perfect. Bon, ben, excellent, on s'en parle dans 6 mois, man. À 6 mois. Ciao. Bye. Hey, salut, ça fait déjà la 2e fois qu'on se voit dans cette même vidéo-là. Donc, merci de ton attention, puis merci de ta discipline, parce que c'est un mince pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin. Donc, merci beaucoup de ta discipline. Ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important de l'entrepreneuriat que oui, la motivation c'est important, mais la discipline c'est encore plus important. Donc, merci de ton attention. La meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast-là, vu qu'il est accessible à tous et gratuit, il va rester gratuit. Ça, c'est important. Notez-le à quelque part. Je tiens qu'il reste gratuit, accessible à tout le monde. En fait, c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram Stories, d'en parler avec tes amis, d'envoyer le lien à tes amis. Hey, Mathis, va donc écouter cet épisode-là. C'est super intéressant. Ça vaut de l'or. Puis, ça va me permettre d'aller faire croître le podcast à un niveau exponentiel. Donc, merci beaucoup pour ton aide et ton intérêt pour le podcast. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine dès jeudi midi pour un nouvel épisode. Donc, bonne journée à toi. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life. But I'ma prove in this life, we can move in this life.